cette demande? Non, c'est pas une question de manœuvre, d'abord c'est la loi. Ce que demandent les Verts, il n'y a rien d'autre que l'application de la loi. C'est-à-dire que la loi d'ailleurs est très généreuse puisqu'elle peut même permettre à un conseiller qui le souhaiterait de demander le vote par ligne, hein, ou en tout cas l'expression par ligne. C'est-à-dire qu'on s'installerait grosso modo avec une toile de tente pour une semaine, ce serait indigeste à souhait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et j'ai fait la proposition aux écologistes que nous retenions, comme on le fait pour l'ordre du jour, les chapitres qui méritent débat, qu'il y ait un débat global sur les chapitres, par exemple transport, j'imagine que ça va tourner autour de ça, transition écologique, animation et rayonnement s'il y a encore le rallye dans ces lieux-là, etc. Et que l'on puisse essayer d'organiser et structurer le débat pour que chacun des groupes puisse s'exprimer. Il peut même y avoir des votes négatifs sur des chapitres, mais j'ai indiqué aussi que ceux qui ne voteraient pas le budget et qui étaient dans la majorité s'excluent du-même. Donc la majorité. La ligne rouge, c'est le vote sur le budget. C'est exactement le même discours que tenait Roland Ries dans le précédent mandat et qui va continuer à tenir. C'est que ce qui rassemble la majorité, c'est le vote du budget. Ne pas le voter, c'est son exclu. Il y a une petite différence sémantique entre ce que disait Ries, j'ai relu ça récemment, et ce que je dis, c'est que Ries disait « j'exclurai ceux qui ». Et moi je dis que ceux qui ne votent pas doivent en tirer les conclusions et porter la responsabilité et ne pas la faire porter sur celui qui sera amené à les vice-présidents écologistes, il y en a un ou... Non, deux. Il y en a deux, les deux vice-présidents écologistes quitteront la majorité si les écologistes ne votent pas le budget. Est-ce que ça ouvre la perspective d'une crise de gouvernance? Mais moi j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas au bord d'une crise. On a un budget qui est extrêmement dur, puisqu'il faut que je trouve sur mon budget 11 millions d'économies cette année, 11 millions l'année prochaine, 11 millions l'année d'après. Ça fera 33 millions pour participer à la solidarité nationale et à la recherche d'un déficit budgétaire réduit au niveau national. J'ai associé, et j'associe à tout ce qui explique un peu mes cernes, c'est que j'ai souhaité que tous les élus participent au débat budgétaire, service après service. Et ce matin, nous étions sur le développement éco. L'ensemble des élus qui s'occupent des zones d'activité, Catherine Trottmann du développement éco, Fontanelle pour l'emploi, les délégués, etc., étaient tous présents. On a eu une séquence de 2 heures où on débat de l'ensemble des lignes. Et quand les services ne préparent pas suffisamment les choses, on fait ce qu'on appelle un BBZ, c'est-à-dire que si les services ne trouvent pas, on se remet au travail avec les élus et les services, et puis à partir de chaque ligne, on regarde où est-ce qu'on peut faire des économies. Et ils y participent. Donc on sent bien, me les faisant toutes, actuellement, on sent bien s'il y a les germes d'une crise ou pas. Et je vous dis qu'à la 5e ou 6e réunion à laquelle nous sommes, je ne sens pas aujourd'hui, ni avec la droite, ni avec les Verts, je veux dire, les germes d'une crise. Ce qu'il nous faut atteindre, c'est aujourd'hui ces économies. Il est clair que cela passe aussi au sein de la collectivité. Je pense que c'est le moment de le faire. Une introspection sur nous-mêmes, c'est quoi le service public, à quoi sert-on, quelle est la nature du service qu'il faut rendre, est-ce qu'il faut continuer à tout faire, est-ce qu'il faut reproduire toujours les mêmes schémas, est-ce qu'il faut tout faire en régie propre ou est-ce qu'il faut déléguer à l'extérieur. Je veux dire qu'il y a une aide de cadrage où effectivement j'ai signé, et je l'assume pleinement, le fait d'avoir demandé à la Direction Générale des Services et à Alain Fontanelle, avec Roland Ries d'ailleurs, la demande que le poste de personnel soit d'une croissance de 0 sur les 6 ans. Ce qui signifie évidemment qu'un certain nombre de postes ne seront pas remplacés quand les gens partiront à la retraite, et qu'un certain nombre de contractuels ne seront pas renouvelés dans leur contrat. C'est une réalité qu'il faut affronter. Alors cette lettre de cadrage donc, est signée. On a parlé de... On a une question, j'en profite, je le fais régulièrement. On a parlé de ceux dont l'Eurométropole va hériter. Parlons maintenant de ceux qui étaient à construire, parce que c'est quand même là, alors si vous n'avez pas des tensions en interne, vous allez en avoir avec vos voisins du Conseil général, peut-être, à moins que vous ayez réussi à régler tout ça déjà depuis une ou 2 semaines, parce qu'on a senti quand même, dans les propos qu'on a entendus lorsque vous avez fait votre grande réunion avec les 400 élus de Bacchus, qu'il y avait encore des choix à faire et qui ne seraient pas faciles. L'Eurométropole va hériter de compétences supplémentaires
Alors, la loi ne dit pas vous allez faire ça, ça et ça, mais la loi dit vous allez hériter de compétences et vous allez pouvoir discuter avec vos voisins du Conseil général, de la région et de l'État, des compétences supplémentaires du département, du Conseil général du département, de l'État, de la région, des compétences supplémentaires que vous allez pouvoir assumer à l'Eurométropole. Et il y a, la loi envisage deux hypothèses. Il y a le transfert en bloc des compétences du Conseil général sur votre territoire, ou alors des discussions compétence par compétence. La première hypothèse est l'hypothèse lyonnaise, la seconde pourrait être une autre hypothèse, et je ne sais pas si une métropole à venir a fait ce choix-là. Alors vous, votre conviction, c'est de prendre le tout en bloc, ou de discuter, et qu'est-ce que vous sentez du côté de Guy-Dominique Kennel comme conviction, comme intention? Est-ce que lui veut vous céder des compétences en bloc, ou est-ce qu'il veut discuter champ de compétences par champ de compétences? Alors, j'ai eu un entretien en tête-à-tête il y a de cela 3 mois avec Guy-Dominique Kennel, au moment où on évoquait le fait que, jusqu'à présent, seul Lyon était autorisé à négocier en bloc le transfert de compétences, et il faut rajouter le transfert de fiscalité. Parce que, dans la loi, j'estime qu'il y a un piège qui consiste à dire transférer les compétences. Vous pouvez prendre optionnellement tel ou tel aspect, je reviendrai sur 2-3 détails, et sous couvert de la Chambre régionale des comptes, qui est en quelque sorte le juge de paix, la dotation qui vous sera affectée pour ce transfert de compétences sera celle-là. C'est-à-dire qu'on est sur une dotation fixe et non pas sur ce qu'on appelle des recettes dynamiques, ce que sont les éléments de la fiscalité. Et on voit bien que les départements sont aujourd'hui en difficulté, ne serait-ce qu'à travers les affaires sociales, puisque si on prend le RSA, aujourd'hui le gap entre ce que l'État indique qu'il faut payer et les règles dans lesquelles il faut indemniser ceux qui sont les bénéficiaires, et la réalité du paiement, et ce que verse l'État, il y a grosso modo 110 millions d'écart. Donc on voit bien la difficulté dans laquelle se retrouvent les départements aujourd'hui. On est un département plutôt bien pourvu sur le plan financier, on regarde de départements très ruraux. Et donc, j'ai vu Guy-Dominique Kennel en lui disant écoute, est-ce qu'on le fait par appartement ou est-ce qu'on le fait l'immeuble entier? Et il me dit écoute, il n'y a pas d'hostilité à discuter de l'immeuble entier. Donc, on a continué à en parler, et je viens d'écrire très officiellement à Guy-Dominique Kennel en le prévenant que je demandais officiellement l'ouverture de négociations pour que toutes les compétences du département sur le territoire de la communauté urbaine, mais aussi tous les éléments de la fiscalité et des ressources puissent être négociés pour rentrer sous couvert de la métropole à venir. Vous avez 17 mois, je crois, pour boucler cette affaire. On a jusqu'en 2017. Sinon, que se passera-t-il? Nous aurons à choisir par option un certain nombre de choses. Est-ce qu'on prend la prévention spécialisée? Est-ce qu'on prend les affaires sociales, l'aide à la pierre? On a comme ça une dizaine d'items où on peut choisir. Et de toute façon, l'État en 2017 dira si vous n'avez pas choisi, de toute façon, les routes départementales, et donc nationales dorénavant, tomberont sous le giron de la métropole. C'est-à-dire ne pas choisir, c'est se le faire imposer sur ces aspects-là. Pour la région, donc, la négociation va s'engager, nous avons jusqu'en 2017. Je suis régulièrement en lien avec Gérard Collomb et ses services pour modéliser un peu ces choses-là. Les directeurs généraux auront en charge de mettre en œuvre ce dispositif, sous le regard attentif de la Chambre régionale des comptes, de manière à ce que les choses soient les plus transparentes et justes possibles. Et puis nous allons cheminer pour, à un moment donné, aboutir. Moi, j'espère qu'on aboutira là-dessus. Ça irait dans le sens de ce que vous disiez sur, au moins à l'échelle de la communauté européenne, la suppression d'un étage qui est celui du département et qui est quand même une nébuleuse relativement inconnue de beaucoup de nos concitoyens à l'échelle de l'agglo. Je vois bien le circuit en ville, je veux dire, personne ne se souvient que je suis conseiller général, c'est dommage, mais c'est. Je veux dire, les gens ne connaissent pas la ville de leur conseiller général. Monsieur, une question. J'en profite puisque vous donnez la perche. Cette activité d'adjoint au maire, de président de l'ACU, c'est demain une grande métropole européenne.
européenne. C'est un travail important. Je pense que le cumul avec un poste de conseiller général ne devrait plus être le cas. Alors, penser à une candidature. Oui, vous avez raison. Et c'est une vraie interrogation pour moi. Il s'avère que la quasi-totalité des dossiers qui sont traités au Conseil général sur ce qui est le territoire de la ville et de l'agglo, je veux dire, je les retrouve dans mes fonctions municipales et communautaires. Et donc, ce n'est pas une surcharge de travail comme si je n'avais pas cela, ce qui n'est pas une excuse. Et j'ai indiqué à mes amis cette décision n'étant pas complètement définitive, puisqu'elle doit faire l'objet encore de réflexion, que si j'y allais, c'était pour participer, je veux dire, pour être dans la maison. Être dans la maison et créer un lien plus facile. Mais j'ai paradoxalement toujours été assez hostile au maintien du Conseil général, comme je reste hostile au maintien du Sénat. Et je pense que notre pays a besoin, je veux dire, de simplification. Et je reviens là de 2 jours en Autriche où ils viennent de supprimer la moitié des communes. Et les communes ne peuvent pas avoir moins de 500 habitants. Et que ça a été une simplification difficile. Vous savez qu'en France, il y a eu cette idée en 1983, et que ça n'a pas abouti, ce qui a généré l'agglomération. Mais il y a un projet de l'actuel président. Si on arrive à boucler en 2017, il n'y aura plus de conseillers généraux à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de poste de conseillers généraux. Et de fait, le mandat s'arrêtera pour tous ceux qui sont conseillers généraux sur l'agglomération de Strasbourg. En tout cas, vous avez l'intention d'être candidat le 22 mars prochain. À ce jour, oui. À ce jour, oui. Et donc, c'est une entorse à la règle, pas posée par la loi. Pas posée par la loi, non. Mais quand même à l'esprit qui pousserait à un peu plus au non-cumul des mandats. Oui. Et vous l'avez dit. Je vais pas passer. Alors, juste pour que pour l'édification du public, je vous lis les 2 lignes qui sont à l'article 43 de la loi. Tout accroissement net de charges résultant de transferts de compétences effectués entre la région, les départements et la métropole est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ses compétences, compensation intégrale des charges transférées. Après, c'est la question du calcul et je crois qu'il était moment où on les calcule. Je crois qu'il était écrit la même chose pour le RSA, je veux dire, voilà. Vous ne risquez pas d'être le dindon de la farce à un moment donné. Il faut qu'on mesure ça. Je dirais, c'est pour ça que je préfère les recettes dynamiques aux dotations. Et on voit bien que, je discutais avec Kenneth l'autre jour, je lui disais, si tout compte fait, on ne trouve pas d'accord et qu'on se retrouve à devoir faire la VLIO, puisque ce sera dans la liaison intercommunale ouest. Comment on fera le calcul? On dira, il y avait un projet, il était chiffré à temps, l'investissement moyen sur les routes départementales et nationales était de temps, on se met d'accord sur un chiffre, la Chambre régionale des comptes le valide, et on se retrouve avec la dotation. Puis on va faire les appels d'offres, et on va s'apercevoir que le projet date d'il y a 6 ans, on regarde les choses, que les devis datent d'il y a 6 ou 7 ans, et on se retrouve ipso facto avec des dizaines de millions à sortir en plus, et c'est des dotations, donc je veux dire que c'est complètement inamovible. Donc il y a un vrai risque là-dessus, mais je veux dire, connu, qui n'est pas... c'est à nous d'être extrêmement attentifs. Est-ce que dans le calcul que vous ferez, vous allez être attentif, et Madame l'a évoqué fort justement, elle l'a très bien dit, est-ce que vous allez être attentif au fait que le transfert et le nouveau calcul de ce que le contribuable devra verser ne sera pas supérieur à ce qu'il a versé avant aux 2 institutions différentes? C'est-à-dire, je m'exprime, mais c'est peut-être un peu naïf, peut-être pas tout à fait. Est-ce qu'à l'arrivée, l'addition ne sera pas plus élevée malgré la fusion et malgré la disparition d'une couche du millefeuille? Ou est-ce que vous pouvez prendre un engagement politique là-dessus? Vous savez que j'ai l'habitude d'être assez clair dans ce que je dis, même si ça peut faire grasser ici ou là. Je veux dire, l'ensemble de ces mouvements ne produira dans un premier temps aucune économie. Aucune économie. Je veux dire que le fait de récupérer le département, le fait de transférer des compétences ne générera aucune économie. L'attention que nous devons porter, c'est que cela ne produise pas de charge. Dans un deuxième temps, forcément, les services de la communauté urbaine sont déjà dotés en personnel puissant. Les services du département sont dotés de personnel, les services de la région sont dotés de personnel.
l'État a fait un effort considérable à travers 2 lois sur les charges de personnel. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'agréger 2 administrations et les cumuler, de rechercher l'efficience. C'est en cela que j'évoquais tout à l'heure, je n'ai peut-être pas été assez clair, mais on n'échappera pas dans ce pays à un débat sur la place, le rôle et l'efficience du service public. On n'y échappera pas. C'est une réalité. Je veux dire, on est le pays le plus lourd en charge administrative de l'ensemble de l'Europe. Donc ce débat aura lieu, et je crois qu'il est sain qu'il ait lieu, le cacher serait mentir. Et donc je sais bien qu'il y aura là-dessus des avis divergents, qu'il y aura des grands débats, etc. Mais quand je constate que, je crois que la ligne jaune, elle est là. J'ai été en charge des personnels de la ville et de la communauté urbaine pendant 6 ans dans le précédent mandat. J'ai traité avec les organisations syndicales. Et je constate que lorsqu'on fait la démonstration que, pour par exemple les logiers des musées, qui sont des personnels que personne ne voit en demeurant, parce qu'ils sont dans la presse, ils ont un rôle extrêmement important. C'est eux qui veillent à ce qu'il n'y ait pas d'incendie, qui alertent en cas de problème, qui font en sorte que un musée soit quelque chose de serein et que les œuvres restent accrochées là où elles doivent être. Bien. Tout ce qui est risque d'incendie, etc., qui sont toujours importants dans un musée, je veux dire, c'est eux qui le font. On a fait la démonstration, je dis bien la démonstration, aux organisations syndicales, que, alors que ces postes occupent 24 heures sur 24, 365 jours par an, en les déléguant au secteur privé, nous faisions 50% d'économie de la charge. 50%. 3 musées, 400 000 € d'économie. Est-ce qu'il faut imposer aux gens de la fiscalité pour garder des postes comme ça, quand on peut faire le même service, rendre la même mission de service public et le fiscaliser pour 400 000 €? Voilà la question, je veux dire, c'est la ligne, elle est là. Lorsqu'on constate que le service public, ce qui arrive, est mieux positionné que le secteur privé, alors, je veux dire qu'il faut garder le service public en logique propre. Est-ce qu'il faut... c'est un peu un socialiste sans complexe. Alors, après, ça, je connais un peu, je veux dire, vous savez que c'est pas le genre de truc qui pose problème. Est-ce qu'il y a des débats sur lesquels il faut que nous soyons, je crois, unanimes? Et nous le sommes dans cet exécutif droite-gauche confondu. Il n'est pas question de privatiser l'eau. Il y a des services qui sont des services d'une très grande importance pour la vie, en particulier l'eau. Il n'est pas question de concéder au privé, même si le privé nous fait aujourd'hui des offres financières extrêmement intéressantes et qui apparaissent en tout cas comme juteuses. Mais on ne privatisera pas l'eau parce que là, il va l'essentiel de la vie de constitution. On peut aborder la question du transfert de compétences par le biais fiscal. Il y a un autre moyen d'aborder cette même question. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je dis une bêtise, ou peut-être que quelqu'un dans la salle le sait mieux que moi, j'ai pu comprendre en lisant la loi qu'il y aurait aussi transfert des personnels. Et que pour le conseil régional et le conseil général, particulier pour le conseil général, ce sera transfert de personnel. Pour l'État, ce sera mise à disposition des agents. Alors, vous imaginez que pour les gens qui travaillent au conseil général, ils sont quelques milliers aussi, mais pas quelques milliers sur le territoire de Strasbourg. Il se posera aussi la question de leur statut, de leur transfert et de leur arrivée dans l'administration de l'Eurométropole, je ne me trompe pas. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place des instruments qui nous permettent de voir ces évolutions-là. Mais encore une fois, ça ne fait pas forcément un plus un à terme. Je veux dire que des missions qui sont faites à la ville et qui sont faites à la CUS et qui sont faites au département, je veux dire, il ne faut pas forcément cumuler l'ensemble des personnels. Et il y aura, je le dis parce que sinon ce ne serait pas honnête, des départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Et c'est pour ça que je dis que cette réforme, à terme, produira un certain nombre d'économies. Est-ce que vous anticipez ce moins personnel d'ores et déjà, en vous disant on va avoir une administration qui va être renforcée par du personnel qui va venir ailleurs? Ça fait partie de la réflexion. Et je regarde la manière dont les choses se passent à Lyon, et je le regarde avec beaucoup d'attention. Je veux dire qu'il faut en même temps traiter avec l'humanité, mais avec la plus grande rigueur budgétaire et la recherche d'efficience. Pour moi, ce sont les maîtres mots, je veux dire, qui doivent guider l'action publique dans cette période de crise. Ceux qui sont fonctionnaires ont une grande qualité, ils ont un statut qui les protège du chômage.
Cela est très bien, je veux dire, j'ai pas de difficulté avec ça, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on est fonctionnaire, qu'on a le droit d'avoir pour exigence que même quand on part à la retraite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive derrière. Je veux dire qu'il faut trouver de la société dans nos administrations et dans nos organisations institutionnelles pour arriver à s'adapter aux temps actuels. Il y a des services qu'il faut éteindre, il y a des services qu'il faut créer. Alors je veux vous dire que sur la région, l'État, je vais m'arrêter. Je voudrais quand même vous dire qu'on a privatisé les autoroutes, ça n'a pas fait d'économie du tout. Vous voyez bien. Alors ce sera le même cas, on ne fera pas d'économie du tout. En privatisant les personnels et les services publics, des actes en désastre. Ne serait-ce qu'à la piscine municipale, vous voulez également privatiser le personnel des piscines, je ne sais pas où on va. On veut tout privatiser, et je vous dis, pour les autoroutes, on a pas été la grande réussite. Alors, je vais reprendre sur la piscine tout de suite. Je vais juste terminer sur les transferts de compétences pour la région. Pour la région, il y a deux aspects majeurs, le développement économique et les grands plans auxquels de toute façon la fédération sera associée. C'est l'essentiel, je dirais, des compétences et les agences de développement, etc. J'ai indiqué à Philippe Richert que la CUS n'aurait pas de revendication sur ces deux aspects. Je pense que pour le développement économique, la bonne échelle, c'est le grand territoire, c'est la région, quelle que soit sa taille. Mais c'est je veux dire que sur le développement économique, c'est la recherche de jeux d'alliance qui fait la force, et c'est pas en créant chacun notre antenne, notre agence de développement éco, il y en a suffisamment d'Alsace, on en a encore 3-4 aujourd'hui, entre le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l'Alsace internationale, ça suffit. Et donc il n'y aura pas de revendication là-dessus. La revendication, elle est d'être et de jouer dans des vrais partenariats intercollectivités avec l'État et avec des interlocuteurs, que ce soit les chambres de commerce ou les chambres de métiers ou d'autres institutions. Il faut que la métropole trouve aussi des alliances hors loi pour se renforcer. Je pense qu'il faut qu'on renforce puissamment des alliances avec des villes comme Fribourg, avec des villes comme Karlsruhe, qu'on a peut-être trop délaissées. Que sur le transfrontalier, il faut qu'on dépasse la notion d'eurodistrict, je veux dire, pour trouver de nouveaux liens et de nouvelles alliances. Alors, je vais juste répondre à monsieur sur les piscines. La seule chose qui a été privatisée, c'est le nettoyage. À ce jour, les maîtres nageurs sont tous fonctionnaires, titulaires, etc. Si on devait faire une référence à quelque chose qui est à côté de chez nous et qui marche pas si mal quand je regarde le nombre d'entrées et les échos qu'on peut en avoir, c'est la piscine d'Aubernay. C'est-à-dire où plus personne ne se pose la question, d'ailleurs, si les gens sont fonctionnaires ou pas, ça fonctionne bien et les gens viennent consommer quelque chose. Du loisir en particulier. Sur les bains municipaux, je veux dire, je vais être là aussi très clair, il y a un budget de 30 millions de travaux à réaliser. Nous ne les avons pas plus la ville que la communauté urbaine aujourd'hui. Je me suis évertué, moi, avec d'autres, à faire en sorte que ce bâtiment soit classé pour le protéger et faire en sorte que qui que ce soit qui touche ce bâtiment, je veux dire, ce soit dans le respect de son histoire et dans le respect patrimonial. Et il y a ensuite les missions qui y sont faites. Je veux bien tout entendre, mais je n'entends pas de gens se poser la question, quand ils vont à Caracalla, si le personnel qui est là est privé ou s'il est public. Et je vois le nombre de Strasbourgeois qui vont à Caracalla sans jamais se poser la question, je veux dire, du statut des personnels. Et la plupart du temps, j'entends qu'ils sont plutôt satisfaits de cela. Donc, je veux dire, prenons un peu de distance avec tout cela. Il y a un certain nombre de missions dont j'affirme qu'elles ne relèvent plus du service public. Les soins à la personne ne relèvent plus du service public aujourd'hui. Devant l'urgence, l'importance de pouvoir répondre à un certain nombre de missions sur, je dirais, la construction du territoire, sur les affaires sociales, sur l'éducation. Je veux dire qu'il y a là des priorités qui sont absolues. La prévention et autres. Il y a ensuite la question de la piscine en tant que telle, puisqu'il y a bien deux côtés au bain, la piscine, les soins du corps, sauna, hammam. Soins du corps, il n'y en a plus aujourd'hui. Pour l'anecdote, ce que faisait le service public n'était pas d'un truc génial à toute épreuve.
Nous n'avions pas de masseurs, nous avions des frotteurs. Parce que sinon, c'était l'exercice illégal de la médecine. On a bien des chuteurs. Pardon? On a bien des chuteurs. Oui, oui, mais attendez, faites pas diversion, parce que ce sujet il est quand même assez intéressant. Et est-ce qu'il appartient à la collectivité de faire payer, je veux dire, par la contribution solidaire de l'impôt, des soins du corps du type frottage, pour ce qui est des bains municipaux, ou est-ce qu'il appartient à chacun de se déterminer et de faire pression à un moment donné sur le prix en choisissant celui qui fait des massages? Sauna hammam, je veux dire, si c'est demain en gestion privée, le type ne fera pas d'autres prix que ce qui se pratique dans l'environnement direct, je veux dire, que les Caracalla, pour prendre cet exemple. Et les piscines, le maire en a pris l'engagement, resteront au prix du service public. Bien. Aujourd'hui, à travers tout ce débat, la contestation qui a eu lieu, etc., que j'entends et que je respecte, mais depuis que nous avons arrêté ce dossier, nous perdons 2 millions par an. 2 millions. 1 million constitué des frais personnels, 1 million constitué de l'ensemble de l'eau qui part dans les égouts. 2 millions par an. 4 ans, 8 millions. Quand même, il faut essayer de réfléchir et de prendre des décisions, parce qu'à ce prix-là, je veux dire, quand je vous dis que je cherche sur mon budget 13 millions cette année, on ne peut pas évidemment faire la comparaison 8 millions et les 13 de cette année, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et moi, je préfère que cet argent soit investi dans des choses qui produisent de l'emploi, qui produisent de la richesse, qui produisent du confort, du meilleur service public, que de laisser partir la flotte dans les égouts. La limite du débat, elle est là. Excusez-moi de vous dire, mais j'entends toute une série de gens qui me disent il faut absolument que ce soit le service public parce que c'est la tradition. Et moi, je vais à Darmstadt, je vais à Baden-Baden, je vais rencontrer les chefs d'établissement et ils me disent tout le monde est ravi. Est-ce qu'ils ont demandé si c'était des fonctionnaires ou pas? Personne. Les gens, ils doivent être contents de ce qu'ils payent et de là où ils vont. On a quand même l'impression, vous